كان يشكو جميع المرضى من آلام حادة في مستوى البطن وخصوصا في المرافق الأيمن. تمكن التشخيص السريري من اكتشاف صدمات همجية عند 14 مريضة وعلامات سريرية لالتهاب الصفاق عند 11 مريض. أما ارتفاع الحرارة فقد تواجد عند 73% من المرضى. ارتفاع عدد خلايا البيض ما فوق 10,000 وحدة بالمتر المكعب تواجد عند 61 مريضة. سجلنا تعثر الأملاح الفيزيولوجية وقصور وظيفي في الكلى عند 22 مريض وقصور الكبد عند 18 من المرضى. التصوير بالأشعة أظهر علامات انسداد في الجراز في 25% من الحالات. التصوير بالصدى أظهر حقنا في مستوى البطن في 31 حالة على حسب 62. أما التصوير بالمقراص أظهر هذا الحقن في 10 حالات على 13. خضع كل المرضى بعملية جراحية كلاسيكية لفتح البطن في كل الحالات. ظهرت عدة من المضاعفات ما بعد العملية بنسبة 40% وفقدنا 18% من المرضى بسبب خطورة انفصال العظم. الخلاصة الالتهابات الحادة السرطانية للصفات هي شديدة الخطورة وتهدد حياة المريض واختلاف الأعراض السريرية في إعاقة التشخيص السليم في كثير من الحالات وبالتالي تأخير العلاج الجراحي والطبي. وهذه الالتهابات تستوجب تضخم العديد من الاختلاطات الطبية لوسيلة السلامة والشفاء للمريض. بالرغم من التقدم الحاصل بالتقنيات الطبية الحديثة فإن العديد من المضاعفات قد تظهر فيما بعد فترة العملية. والوقاية تبقى أحسن وسيلة لعدم ظهور هذه الالتهابات العامة للصفات وذلك باكتشاف العوارض السريرية المبكرة والقيام بالعملية الجراحية الاثنين وبدون تردد. Donc c'est une infection à la fois médicale et chirurgicale, donc médico-chirurgicale très grave qui nécessite la collaboration de plusieurs intervenants, donc notamment à la phase diagnostique par le clinicien et le chirurgien, mais aussi ces diagnostics nécessitent aussi des interventions radiologiques, donc l'imagerie occupe une place importante. Oui, intervient le rôle de l'anesthésiste, des anesthésistes eux-mêmes et des réanimateurs dans la période notamment post-opératoire et comme vous relatez dans cette thèse, quand même les transferts en réanimation pour réanimation post-opératoire étaient donc observés pour 22,9%. Donc pratiquement un quart des patients transitent par le service de réanimation pour réanimation post-opératoire. Et l'on voit que la durée de séjour donc, peut aller jusqu'à même 80, 75, voire 80 jours pour certains patients, notamment âgés, avec des défaillances multiviscérales. C'est une pathologie donc grave pour plusieurs raisons, car donc c'est une péritonite biliaire, et connaissant que la bile, donc c'est une péritonite à la fois une inflammation du péritoine, à la fois d'origine chimique, vu les propriétés détergentes et lytiques des selles biliaires, mais rapidement aussi infectieuse, donc avec des germes à la fois aérobie et anaérobie, avec constitution à fil du temps de fausse membrane. Je pense qu'à ce stade, les fausses membranes aussi alourdissent le pronostic, un épanchement vidéopérineal qui est de haute gravité, et aussi sur le terrain, puisqu'ils surviennent le plus souvent sur un terrain donc débilité, sur un terrain fait de sujets âgés, si l'on peut dire, porteurs donc de tard, et donc ils sont, je dirais, difficiles donc à manœuvrer, et certainement ce terrain va alourdir donc le pronostic. Et si l'on voit peut-être les comptes rendus à la partie anatomopathologique, il s'agit le plus souvent de cholécystite chronique. Et je pense que le professeur Beyrouti, beaucoup de fois, je me présente en chirurgie pour certains patients, parents ou non parents, pour des lithiases vésiculaires, entre autres, à opérer, car je pense que lorsque je me présente pour le professeur Beyrouti pour les mettre au programme opératoire, c'est pour éviter les complications de la lithiase vésiculaire, entre autres les pancréatites aiguës, je pense qu'ils peuvent survenir à tout moment. Et entre autres aussi des perforations, donc des péritonites par perforation, ou peut-être sans perforation, peut-être serait-elle appelée auparavant par diffusion, on dit des péritonites par diffusion, bien que la perforation aussi a une définition même histologique, et que c'est l'histologie qui permet parfois de voir des perforations que l'on ne peut pas voir en clinique et en opératoire. Donc c'est une infection qui nécessite, je crois, une prise en charge multidisciplinaire, intégrant tous les intervenants, chirurgiens,
corps de chirurgie pour essayer de récupérer les problèmes endocrinologiques, car certainement la réanimation médicale et surtout l'antibiothérapie et le bon contrôle des situations bactériologiques permet d'améliorer le pronostic donc, des patients. Donc je mets un peu l'accent sur ce point donc peut-être de faire des prélèvements et de les adresser à temps au laboratoire de microbiologie pour améliorer la prise en charge de ces patients. Donc c'est un travail que j'ai bien lu, donc avec beaucoup de plaisir, malgré l'étroitesse du temps, je crois alloué puisque j'ai pris la thèse, reçu la thèse il y a 2 jours, mais quand même j'ai réussi à achever donc, la lecture. J'étais frappé peut-être par donc, la qualité de l'impression et de la rédaction, donc c'est une thèse qui est bien faite, très peu de fautes de frappe et d'orthographe. Elles sont donc très rares, voire donc, je dirais donc inexistantes. Une méthodologie, je crois, qui était claire. Il y avait quand même 107 de péritonites biliaires, mais quand même on a, je crois, éliminé, entre autres, les péritonites donc, biliaires post-traumatiques ou post-témorales, si l'on peut dire. Mais quand même, on s'est limité aux 70 cas. La méthodologie, je crois qu'elle était donc assez claire, avec des critères d'inclusion bien faits. Mais dans la partie donc, méthodologie, vous parlez, et éventuellement, c'est donc lorsqu'on lisant la méthodologie à la fin, on s'apprêtait à avoir une étude statistique concernant le pronostic, notamment concernant la mortalité et la morbidité. Et vous parlez de P lorsqu'il est donc significatif pour un P inférieur à 0,05. En fait, je suis resté sur ma fin, mais je n'ai pas retrouvé dans la partie résultat et les parties analytiques concernant l'étude pronostique, concernant que ce soit la mortalité ou donc la morbidité. Pour la partie résultat, donc, elle était très bien faite, je pense, donc, avec de beaux tableaux et de belles figures, une très belle iconographie aussi, le long donc, de la thèse. Quand même, juste des remarques, donc, lorsqu'on rapporte des pourcentages, et ceci, c'est, donc, je peux répéter dans beaucoup de chapitres de la thèse, lorsqu'on parle d'un examen, donc, un examen donné, il faut se référer au nombre de cas étudiés. Par exemple, les pages 8, 9, 10, donc, par exemple, lorsque notamment donc, beaucoup de pages, donc, par exemple, là je relate certaines fautes à la page 8, par exemple, une remarque, donc lorsque les polypations apyrétiques, donc l'existence d'une apyrexie dans une situation de stress comme cela est considérée comme un élément de gravité, comme la leucopénie. Et d'ailleurs, comme donc l'hypothermie, pardon, et vous relatez par exemple l'existence de 4 cas de leucopénie dans la page donc, suivante d'après. Donc une apyrexie sur ce terrain, c'est-à-dire c'est un organisme qui ne se défend pas. Donc, et je crois, d'autant plus si les hypothermes, c'est un élément de haute gravité. Donc, même l'apyrexie, donc 27%, c'est un fort pourcentage, c'est un élément de gravité en soi-même. Car c'est une agression très, très importante, à la fois chimique et donc infectieuse. Et l'existence d'une apyrexie, c'est comme une hypothermie pour moi, c'est un élément donc, de gravité. Vous avez parlé aussi à la page 8, enfin, donc à la page 9 de certains cas d'hyponatrémie, alors que certains patients présentent donc une hyperglycémie. S'agit-il d'une vraie ou d'une fausse hyponatrémie? On peut avoir une vraie hyponatrémie dans le cadre de déperdition hydroélectrolytique importante, mais il faut se méfier, donc rapporter la natrémie corrigée, c'est-à-dire la natrémie du laboratoire avec ajouté au tiers de la glycémie pour voir les vraies hyponatrémies. À la page 9, il y a une petite erreur, donc je crois à éviter. C'est certes, lorsqu'on exprime les pressions artérielles, c'est en millimètres de mercure. Ce n'est pas 11,5 mm de mercure, c'est 115 ou 113 mm de mercure. La pression artérielle diastolique, donc de la même façon. Pour donc, les pourcentages, donc, je reviens. Donc, par exemple, dans le bilan pancréatique, bien évidemment, pratiqué chez 26 patients à la page donc, 11, il était positif chez 13 patients et ça correspond à 50% des cas. Donc il y a beaucoup d'anomalies dans les pourcentages, il faut rapporter le pourcentage au nombre de cas étudiés. Pour les hémocultures, notion importante aussi, pratiqué chez 20 patients, même page 11, c'est positif dans 15 cas, c'est-à-dire 75% des cas. D'où l'importance des hémocultures, et on dit même on fait des hémocultures devant tout état de choc, qu'il soit septique ou cardiogénique ou autre. C'est important, et parfois, donc là, l'existence même des gels permet aussi de connaître a posteriori la nature donc, septique du choc. Donc c'est important. À la page 11, donc les mêmes choses à la page peut-être 14 aussi, je pense qu'il faut rectifier certaines choses, professeur Beyrout. Et l'échographie abdominale pratiquée chez 62 patients, il faut rapporter tous les pourcentages dans cette page à 62. Par exemple, donc en cas, voilà, péritonite biliaire que chez 15 patients, donc ça correspond à un pourcentage de 24%. Ce n'est pas 21,3%.
et beaucoup de modifications dans le pourcentage. À la page 23 aussi, à la page par exemple donc 23, c'est ça par exemple les types d'incision, je pense. Voilà, donc page 23 par exemple, l'expression d'un pourcentage avec beaucoup de chiffres après la virgule, c'est complètement inutile. À la page donc 30, donc éventuellement par exemple, voilà, donc vous parlez de l'examen donc bactériologique du liquide donc péritonéal, donc il faut rapporter aussi, donc voilà, corriger aussi donc les pourcentages. Enfin, peut-être dans les pages aussi 85, donc j'ai beaucoup aimé dans la partie donc, discussion, notamment ces algorithmes et ces schémas concernant les mécanismes physiopathologiques et les conséquences physiopathologiques des péritonites donc biliaires. Juste quelques petites aussi corrections, notamment à la page donc, 85. Voilà, donc lorsque vous traitez aussi donc, la partie hémodynamique, donc le remplissage vasculaire, puis les catécholamines, je pense qu'il faut aller directement vers la noradrénaline actuellement. La dopamine, je pense qu'elle est délaissée dans les états septiques. Et la dobutamine, on a le recours à la dobutamine que sauf il y a des stigmates et d'une insuffisance cardiaque, d'une incompétence myocardique donc associée. Mais au début, on ne doit pas utiliser la dobutamine car elle a un effet vasodilatateur et risque aussi d'aggraver l'hypotension artérielle. À la page donc aussi 99, donc, vous avez aussi parlé à un certain moment de l'importance de l'insuffisance donc hépatique aussi, dans certaines causes de décès. Vous rapportez, vous dites que quand même c'est l'atteinte hépatique sévère ou la défense hépatique et l'aboutissement fréquent des très anciennes lithiases vésiculaires ou cholédossiennes donc méconnues. Ça témoigne de l'ancienneté donc des lésions ou de la pathologie, mais je pense que dans beaucoup de travaux, même personnels, l'insuffisance hépatique s'est révélée donc de très mauvais donc, pronostics. Elle grève beaucoup le pronostic. Et l'insuffisance hépatique a une particularité que donc elle aggrave même les états infectieux et elle prédispose aux infections sévères, entre autres en diminuant le pouvoir phagocytaire des macrophages. Donc sur un terrain de péritonite avec une atteinte hépatique, ça va certainement alourdir de façon très très importante le pronostic donc, des patients, chose qu'on a confirmée et vérifiée nous-mêmes dans donc, plusieurs travaux. Concernant le pronostic et donc la mortalité dans cette série, quand même, elle est, je crois, dans les normes de la littérature, quand même, malgré qu'elle est avoisine 20%, mais quand même, c'est dans les normes. La morbidité aussi est de 40%. Et l'on voit aussi, donc, en cas de choc septique, l'importance donc, et la gravité de cette pathologie, puisque la mortalité est de 8 cas sur 13, ce qui fait un pourcentage de 61,5% de mortalité en cas de choc septique secondaire donc à une péritonite donc, biliaire. Voilà peut-être les quelques remarques à donner à propos de ce travail. Globalement, j'ai eu beaucoup de plaisir donc, à lire donc, cette thèse. Certes, c'est une infection qui nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une prise en charge multidisciplinaire. Je remercie le service de chirurgie pour sa confiance au service de réanimation de Sfax et pour cette étroite collaboration entre les deux services. Mohamed, je ne l'ai pas connu au service de réanimation, mais je l'ai côtoyé à plusieurs reprises au sein donc, de l'hôpital. Vous êtes donc très sage d'une part, très aimable, je crois, comme le dénote la présence assez nombreuse de patients, de personnes ici au sein de cette salle pour participer donc, à votre joie. Ainsi, je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie professionnelle et beaucoup de bonheur dans votre vie familiale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Hadi Chelli, de ce commentaire. Je confie la parole à notre ami, Monsieur le professeur Ali Bordeaux. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi de remercier ici Mohamed Alian ainsi que mon maître Mohamed Hassan Beyrouti de m'avoir invité pour juger ce travail. C'est les péritonites biliaires à propos de 70 cas. Normalement, à notre époque, on ne doit jamais parler de péritonites biliaires car toutes les pathologies biliaires doivent être opérées au stade avant la péritonite. Mais malheureusement, on a encore des péritonites biliaires.